Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Stéphane Madigol. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors beaucoup connaissent le restaurateur que vous êtes. Vous êtes à la tête de 11 restaurants cumulant, je crois, 6 étoiles Michelin. C'est bien ça? Absolument. Et à l'origine de l'homme public, du patron que vous êtes devenu, il y a un parcours inhabituel, difficile, fait de souffrance, de volonté et de travail. Votre credo, le travail, justement, votre philosophie, apprendre des autres et se consacrer à autrui, ce qui fait de vous un découvreur de jeunes talents, de jeunes chefs qui symbolisent l'excellence de la cuisine française. Et puisque cette émission, elle s'appelle Les enfants de la République, c'est quoi la République? C'est quoi les valeurs de la République pour vous, Stéphane Manigold? Vous savez, Frédéric Aziza, vous venez de citer une partie de mon parcours. La République, c'est ça, c'est celle qui permet de s'exprimer, celle qui garantit en fait l'égalité des chances. Mais cette égalité des chances, elle est fragile. Elle est fragile parce que ça s'appelle le travail. La République ne peut pas tout. Elle met des moyens. Et évidemment, je suis né en France, c'est une chance extraordinaire. Et c'est sans doute la plus belle chance que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est d'être né dans ce pays qui protège, si on travaille, qui m'a permis d'aller à l'école gratuitement, qui m'a permis aussi de m'émanciper, de me soigner, de m'instruire. Vous émancipez, vous soignez parce que vous avez une enfance difficile. Vous avez été placé très jeune en famille d'accueil, puis en foyer dans les quartiers les moins favorisés de Mulhouse. Et ça, vous l'avez encore en tête? Je l'ai en tête, ça me hante, vous savez. On passe pas comme ça. On n'oublie pas les foyers pour enfants, ce qu'on appelait avant les foyers de la DAS, aujourd'hui l'ASE, donc l'aide sociale à la petite enfance. C'est une prison pour enfants. Une prison où... Vous l'avez vécu comme ça? Oui, parce qu'en fait, vous l'avez expliqué comme ça à la suite de votre départ de ces foyers pour enfants. C'est chaque soir, je pleurais. Et je maudissais les dieux, s'ils existent, en leur demandant mais pourquoi nous on est là? Qu'est-ce qu'on a fait? Et quand vous êtes enfant, en fait, un enfant, ça attend rien. Un enfant, quand vous choisissez d'avoir la plus belle fonction qui est d'être parent dans ce pays, c'est pour vous occuper de vos enfants. Et quand vous êtes abandonné, vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi vous avez passé cette chaleur. Parce qu'on précise les choses, vous avez été abandonné. Oui, ma mère nous a abandonnés. Voilà. Vous et une fratrie de 5 enfants. Vos frères et sœurs. Ça a été une déchirure et je pense qu'on s'en remet jamais. Et là où j'en veux, et je vous remercie de me donner la parole, j'en veux un peu aux médias, c'est que les seules fois où on va parler de ces enfants de la DAS, c'est lorsque des crimes et délits sont commis. Des serial killers, des terroristes. On va dire, ce sont des enfants de la DAS. Je vous remercie de donner la parole à un enfant de la DAS. Parce que les enfants de la DAS, c'est aussi des boules d'énergie qui ne demandent qu'à transpercer, qu'à exister, qu'à vivre. Et il n'y a pas cette chaleur humaine que l'on peut avoir lorsqu'on est dans un foyer familial. Vous dites justement boule d'énergie, et vous avez parlé d'école, vous avez parlé du travail. Vous avez commencé à faire des jobs d'été dès l'âge de 11 ans, c'était à la fête foraine de Mulhouse. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous en retenez? Et qu'est-ce que vous en avez retenu pour la suite? Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'âge de 10 ans, lorsqu'on est revenu du foyer, mon père, il lui restait plus rien pour nous nourrir. Il avait plus d'argent, il lui restait 3 francs. Et je suis allé dans un supermarché à côté de chez nous pour acheter une brique de lait. Et cette brique de lait, je l'ai payée avec ces 3 francs. Et je suis sorti et j'ai donné la brique de lait à ma sœur. Je suis rentré à nouveau dans ce magasin et j'ai repris une autre brique de lait. Et j'ai vu que ça marchait, il n'y avait pas tous les codes barres et tout ça à l'époque. Et donc, puisque les gens jettent les tickets par terre, j'ai ramassé un grand ticket du jour. Et j'ai refait les courses. Et j'ai volé pour nourrir mes frères et sœurs. Et j'ai dit plus jamais. Et donc, à l'âge de 11 ans, première vacances scolaires, j'ai fait le choix d'aller à la fête foraine de Mulhouse et de demander si je pouvais être utile. Et les forains m'ont proposé gentiment de ramasser les tickets de manège. À l'époque, je gagnais 50 francs par jour. Ce qui m'a permis de découvrir quelque part les bonnes choses, parce que les forains sont des bons vivants, des gens qui mangent bien. Et cette famille, c'est l'une des premières familles qui m'a accueilli, où j'ai découvert, en fait, parce que les forains, c'est vraiment un socle dur
mais en même temps, un socle et une unité incroyable. Vous attaquez un forain, vous attaquez tout le monde. Donc, j'ai découvert cette famille, en fait, qui m'a accueilli, qui m'a permis parce que je voulais pas tomber dans la délinquance et la violence. Et alors, justement, vous dites après, vous l'avez écrit dans votre livre, sans exemplarité, un enfant ne peut pas grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'un enfant, ça ouvre les yeux, ça apprend tout. Les pires choses comme les plus belles. Et si vos exemples, ce n'est que les pires choses, il est difficile pour un enfant de s'épanouir. Si vous réfléchissez au plus profond de vous-même, ou tous celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent, elles ont toutes à un moment, si elles ont réussi, un exemple. Que ce soit un père, un voisin, une voisine, il y a un moment, un déclencheur. Et votre déclencheur, c'est quoi? C'est les gens qui vous ont accueilli, ou vous parlez beaucoup de l'école, hein, vous avez fait du théâtre aussi. C'est quoi? J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de déclencheurs. Mais pour s'en rendre compte, il faut ouvrir. Alors, c'est la lecture. C'est Pierre Arditi qui a une voix absolument incroyable et qui m'a... à l'époque, il y avait l'effervescence du rap. Et moi, je dis, non, je veux pas rentrer dans ce cliché facile qui était dans les quartiers, le rap, le rail, cette espèce de monoculture qui enferme et ghettoise les quartiers. Je me suis ouvert au théâtre, je me suis ouvert à la littérature. Et puis, Bernard Tapie. Ah oui, parce que je crois que c'est votre modèle, Bernard Tapie. Oui, alors, je vais apporter une précision. J'ai pas envie de juger Bernard Tapie aujourd'hui en tant qu'adulte. Je veux juste dire à quel point, en tant qu'enfant, de voir un type avec une énergie, une force aussi incroyable, relever des défis, partir de rien, et puis avec, à nouveau, je vous parle avec mes yeux d'enfant, d'avoir ce type qui réussit. Et oui, c'est ça l'exemplarité. Après, quand on est adulte, j'ai pas envie de juger des affaires, etc. Oui, parce que j'ai pas envie. On connaît son évolution. Oui, mais j'ai pas envie de le juger. J'ai juste envie de dire merci parce que le gamin que j'étais, il m'a fait rêver. Et ça fait partie des exemples que j'ai pu voir et qui m'ont permis de m'émanciper. Alors justement, vous rendez hommage à Bernard Tapie dans votre livre, Vivre ses rêves afin de rêver de sa vie. Et donc vous lui rendez hommage, à son énergie, sa volonté de toujours rebondir, sans jamais se décourager. C'est vous, ça? Il faut une force intérieure puissante pour pouvoir s'émanciper, s'extirper de ce que la vie vous donne, ce que l'on pourra appeler la fatalité. Vous savez, moi, la fatalité, je considère, c'est quoi? C'est, en tout cas, j'ai un dogme, c'est on décide de tout. On choisit d'être sympa, d'être con, d'être agréable. On le choisit. La seule chose qu'on ne choisit pas dans la vie, c'est de mourir. J'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Personne. On ne le choisit pas. On ne peut pas dire je vais vivre jusqu'à 300 ans, 500 ans. Ça, on ne le choisit pas. Par contre, on choisit au quotidien. On est responsable de ses choix. On n'est pas responsable des choix quand on est enfant, parce qu'on les subit. Mais une fois qu'on est adulte, une fois qu'on... on est responsable de son avenir. Et on le construit, on va le chercher. Alors, je reviens à l'école, puisque vous en parlez beaucoup. Vous en parlez tous les jours de l'école. Et vous en avez parlé dans ce livre, l'école qui se voulait... Vivre ses rêves afin de rêver de sa vie. L'école qui se voulait le lieu de la diversité sociale. Est-ce que vous l'avez vécu ainsi? Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Diversité sociale. Moi, quand j'étais à l'école, il y avait cette diversité presque où chacun l'appréciait. Et il n'y avait pas ce repli communautaire qui, aujourd'hui, fracture la société, fracture l'école, déchire, mène à la outrance vis-à-vis des enseignants. Il n'y a plus cette espèce de crainte. Moi, je me souviens, une prof de physique qui nous classait à l'école. Lorsqu'il rendait les corrections, les notes, on était tous au fond de la salle. Et il nous classait du meilleur au plus mauvais. Et qu'est-ce que ça a apporté? Mais c'était formidable. Parce que là, comme ça, quand je le raconte, on se dit, c'est... Mais non, parce que quand il y avait des exercices au tableau, il commençait par les derniers. Il laissait les bons tranquilles, mais il commençait par les derniers. C'est-à-dire qu'il nous challengeait. Et donc, quand vous rentrez dans cette classe et que vous voyez que vous êtes tout derrière, vous n'avez pas envie, vous avez envie de vous émanciper, vous avez envie d'avancer dans la société. Et c'est presque la première étape qui permet à un enfant d'avancer, c'est la compétition. À vouloir vous émanciper, à vouloir progresser, à vouloir être le premier. Oui, mais en tout, c'est d'être... En tout cas, c'est plus facile de décrocher la lune si on la vise que de la décrocher si on vise les égouts. Et alors l'école, c'est aussi d'abord là pour former des
des bons républicains. En tout cas, ça a été le cas au début. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou pas? La réponse, elle va être plurielle, mais je crains qu'il y ait une telle occupation de l'espace public. Et je vais vous dire, Frédéric Cazia, moi j'en veux terriblement à cette gauche, et notamment à la France Insoumise. Pourquoi? Vous savez, moi je le dis, mon cœur est à gauche, mon portefeuille à droite, et ma tête au centre pour pouvoir arbitrer entre le cœur et le portefeuille. Et j'en veux à la France Insoumise parce que la France Insoumise, elle fracture la société. De quelle manière? Elle fracture parce qu'elle envoie des signaux toxiques de division, de repli communautaire, et j'en veux terriblement à Jean-Luc Mélenchon. Moi, Jean-Luc Mélenchon, je vais vous dire une chose, il m'a fait rêver quand, jusqu'en 2011, jusqu'en 2012, j'ai dit, mais cet homme de gauche avec autant de bon sens, il me parlait aux gamins de quartier sur la ghettoisation, sur le voile à l'école, etc. Mais je dis, mais ce mec, il est extraordinaire. En plus, c'est un tribun formidable, faut le reconnaître. Et alors? Mais Jean-Luc Mélenchon, il est où là aujourd'hui? Je sais pas, puisque Il est vous en dans parlez, vous devez avoir une idée. Oui, mais il est où? On peut lui poser la question. D'ailleurs, il devrait venir sur cette Radio J pour, face à vous, au micro. Il doit répondre aujourd'hui pourquoi il a basculé à ce point. Il a basculé parce qu'il fait de l'électoralisme, parce qu'il fait du clientélisme. Mais là, la République, c'est pas ça. C'est pas celle que moi, j'ai connue, et c'est pas celle dans laquelle j'ai envie qu'on vive, ou que nos enfants aient en héritage ce que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, crée de plus abominable, c'est la fracture de la société. On va reparler, puisqu'on parlera d'un certain nombre de leaders politiques dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord, vous et la France, la société. On parle de l'école. Est-ce que le problème de la France, l'un de ses problèmes, c'est pas qu'on déteste les élites, ces élites, et que l'on ne respecte plus les élites, notamment, puisqu'on parle de l'école et de la politique, les enseignants et les politiques? Mais quand vous méprisez les élites, vous méprisez... C'est le cas ou pas? Aujourd'hui, oui. Ouais. Mais quand je vois, pardon de reparler de la France Insoumise, mais quand ils vont faire la poche des riches. Mais moi, les riches, je leur dis une chose, je leur dis merci. Parce que c'est parce qu'il y a des cons qui payent des impôts dans ce pays que l'école est gratuite, que on peut se faire soigner gratuitement, qu'on peut évoluer dans cette société. Donc je dis merci à toutes celles et ceux qui créent. Si c'était si facile d'être riche, mais que la France Insoumise nous montre le chemin, qui nous explique comment on devient riche, parce que tout le monde a envie de le faire. D'ailleurs, petit clin d'œil, petit aparté, François Ruffin, que j'apprécie au demeurant, il est devenu riche grâce à un riche. Il a fait un film, Merci Patron, sur le premier patron de France qui est Bernard Arnault, et lui-même est devenu riche grâce à ça. Donc vous voyez, c'est... Ouais. Bah si. Enfin bon. Mais bon, je vous dis, on parlera de tout ça tout à l'heure. Les intellectuels, puisque vous les côtoyez aussi un peu partout, dans vos restaurants, dans vos relations particulières personnelles, est-ce qu'ils jouent encore leur rôle, on va dire, de lanceur d'alerte? Et non seulement je les côtoie, mais en plus je les admire. Toute sa vie, on doit avoir des exemples devant soi. Toute sa vie, on doit regarder ces élites. Oui, parce que vous dites qu'il faut apprendre des autres et se consacrer à autrui. Oui. Hein, c'est ça qui vous apprend. Mais une élite, je vais aller au bout, mais une élite qui, elle, se replie sur elle-même et ne pense pas à redistribuer, ce n'est plus une élite. C'est une stagnation de l'humanité. Il n'y a pas de partage, ça. Donc moi, quand je définis l'élite, c'est justement, quand on est gros, quand on est puissant, on doit être bienveillant avec les plus petits. Et cette élite-là, moi, je la respecte, je l'admire. Et j'ai un éducateur qui s'appelle Christian Meyer, qui est formidable, qui a mis fin, malheureusement, à ses jours, et ce qui m'a profondément marqué. Et il m'a dit, à l'époque, tu sais, Stéphane, si tu veux être donneur, tu ne peux pas être demandeur. Quand on est donneur, on ne peut pas être demandeur. Eh bien, ça a forgé une partie de mon caractère. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir être donneur, j'ai le plaisir de pouvoir partager. Mais quelle richesse extraordinaire que de regarder les autres et de se dire, bah là, je suis dans le partage. Mais j'attends rien en retour. Le partage, les rêves aussi. Comment on passe d'un foyer pour enfants à une carrière dans la restauration, donc comme vous, après avoir été livreur de pizza, animateur radio, DJ, et responsable aussi des grands comptes chez Audi. Comment on fait? Trois points peut-être que chacun doit... en tout cas, qui est la force de toutes celles et ceux qui à un moment réussissent dans leur vie. Ça passe par le travail, l'effort, la persévérance, et je rajouterais même la curiosité, l'éveil. Quand vous êtes curieux, vous vous ouvrez aux autres. Mais quand vous vous ouvrez aux autres, quelle formidable richesse que de s'ouvrir aux autres, que de les écouter
et d'apprendre et d'évoluer. Parce que, y compris chez les gens pas bien, il y a forcément un moment quelque chose de bien en tirer. Et je vais dire une chose, moi j'ai rencontré un certain nombre de cons dans ma vie, j'en ai toujours tiré les fruits et j'en ai toujours tiré des bénéfices. Même un con, il est utile. Et vous n'êtes pas dit, et est-ce que moi je suis con comme eux? Il faut le compte de quelqu'un. Mais écoutez, mais certainement, on l'est tous à un moment, on est tous le compte de quelqu'un. Il faut juste le savoir, et puis on a tous des contradictions, il faut juste les assumer. Alors, vous êtes en tout cas maintenant à la tête du groupe Éclore et de 11 restaurants, dont 3 étoilés. Hein. L'un d'eux, l'Hémicycle, apparaît même en 8e position dans le classement 50 Top Italie 2025, c'est-à-dire le top des 50 meilleurs restaurants italiens du monde. Et pourtant, rien ne vous prédestinait à cette carrière de restaurateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi être devenu restaurateur? Comment vous y êtes arrivé? Et qu'est-ce que vous avez appris de ce métier? C'est plus de 30 ans de ma vie, mais Ouais. j'ai tellement mal mangé quand j'étais gamin que j'en ai aujourd'hui encore des séquelles. Et la malbouffe, elle détruit en fait l'enfant. L'enfant, quand il est en construction, si vous lui donnez, pardon, de la merde, malheureusement, plus tard, c'est difficile en matière de gestion. On creuse sa tombe avec ses dents. Et moi, je l'ai creusé très vite quand j'étais gamin. Et peut-être que c'est une forme de revanche où j'ai pas eu d'enfance et que quelque part, aujourd'hui, je suis un enfant avec l'âge d'un adulte et que j'ai envie de me faire plaisir, que j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, et ça passe par une alimentation. Je suis un dingue de l'agriculture française, je suis un dingue de la viticulture française. J'aime ces artisans qui, tous les jours, se lèvent, qui travaillent, qui s'angoissent avec les climats, les aléas climatiques, la grêle, les canicules, les maladies. Et cette France-là, moi, je l'aime. Je l'aime parce que je lui dois tout. Je lui dois tout. Alors ça, c'est la France des terroirs, hein, des villages, des campagnes, mais c'est pas habituel pour un restaurateur d'être à la tête de 3 restaurants étoilés. 4 même. 4 restaurants étoilés, pardon. C'est un aboutissement pour vous? Et c'est d'abord le travail d'équipe. Moi, j'ai des chefs, j'ai identifié de jeunes chefs. Oui, 4 restaurants étoilés, pardon. Un qui a 2 étoiles et 3 qui ont... 4, pardon, qui ont 1 étoile et un qui a 2 étoiles. Donc ça fait même 5, vous voyez, on les compte plus. Mais les étoiles, c'est ce que je regardais quand j'étais gamin dans mon foyer à Rimbach. Et il s'appelait le Chalet. C'est bucolique comme nom, c'est très joli, mais ça n'a rien de... Et quand je regardais les étoiles, on a envie de conquérir l'espace. Et oui, c'est évidemment un aboutissement, une fierté. Et une fierté de ce que la France peut donner, c'est-à-dire l'excellence, le travail, tout en étant abordable aussi. Il ne faut pas... parce qu'il n'y a personne le problème du prix. Hein, oui. Tout le monde ne peut pas aller manger, déjeuner ou dîner dans un restaurant étoilé. Non, mais on a des établissements qui sont de très grand niveau, dans des bistrots notamment, et on est à 29 € déjeuner, entrée, plat, dessert. Vous voyez, c'est pas... on fait travailler près de 180 salariés aujourd'hui sur mon groupe, et on fait travailler une agriculture française, des viticulteurs, enfin tout un écosystème formidable. C'est plus compliqué quoi, d'obtenir des étoiles Michelin pour un restaurant ou de préserver, de garder ces étoiles? Écoutez, si vous avez la formule secrète du Michelin qui est gardée depuis 124 ans du guide Michelin, moi je suis preneur. Mais quand j'étais petit, je regardais la sélection du guide Michelin. J'achetais le guide Michelin. Ah bon? Oui, je l'achetais parce que je me disais, un jour j'irai manger là. Un jour. Et je me fixais comme ça des défis. Et quelle fierté aujourd'hui pour moi, pour mes affaires, pour mes chefs, de figurer dans ces établissements. Je regardais, je lisais gamin, le guide Michelin, pour moi, c'était la consécration, c'était les meilleurs restaurants, et ça l'est. Ça fait 124 ans que ça existe, 125 ans l'année prochaine. Donc oui, c'est des étoiles dans les yeux, dans le cœur de nos clients. Après, quant à la recette, je crois qu'elle est tenue bien secrète depuis plus d'un siècle. Avec aussi ce qui compte chez vous, c'est la notion de fait maison. C'est essentiel, le fait maison? Ce qui est essentiel, c'est de bien manger et d'être transparent avec le consommateur. Moi, je ne conçois pas, et c'est un combat que je mène, et on y arrivera. Je ne conçois pas qu'un client, quand il va dans un restaurant, il ne sait pas si la blanquette de veau, elle est faite maison ou si c'est un industriel qui l'a faite. Ou si c'est un artisan, boucher, juste en face qui l'a fait. Le consommateur doit savoir. Et le secteur de la restauration, c'est le seul secteur au monde
qui garde en fait cette opacité vis-à-vis du consommateur. Moi, ça m'insupporte. Mais pas que dans les Pourtant, il y a restaurations des grands commerciales. chefs, des grands restaurateurs connus qui parlent beaucoup, par exemple Thierry Marx. Il parle beaucoup. Mm. Voilà. Vous venez de résumer. Il parle beaucoup, il fait beaucoup de pubs. Mm. C'est votre ami ? Pour des industriels. C'est les amis, vous les comptez sur les doigts d'une main, c'est des gens que vous pouvez appeler à 4h du matin. Je suis pas sûr que si je l'appelle à 4h du matin, et déjà je pense que je penserai pas à lui, mais il y a tellement de chefs extraordinaires. Vous savez, je suis très ami avec Philippe Etchebest. Voilà, par exemple, c'est un ami. C'est un vrai défenseur du terroir et c'est un personnage incroyable. Philippe Etchebest, il incarne la France et d'ailleurs les Français le rendent bien, il fait partie des 10 personnalités préférées des Français. La bouffe ça compte pour les Français. Hein. Mais bien sûr, parce que tout se fait à table, y compris les traités de paix. Et la bouffe c'est politique ? Ah, c'est très politique. Hein ? Il n'y a pas plus politique que la bouffe. Pourquoi ? Parce que vous arrivez à mettre d'accord des bons vivants autour de la table. Je ne suis pas sûr que Thierry Marx est une fine gueule et quelqu'un qui aime le vin. Je ne pense pas que c'est un bon vivant. Ah bon ? Ça se traduit. Voilà, c'est comme ça. C'est pas un bon vivant. Bon, c'est pas un bon vivant. Alors, vous, on revient à vous. Après, on parlera de politique. Été 96, vous avez tout juste 16 ans. C'est bien ça. Hein, vous êtes invité aux États-Unis, à New York et Atlanta comme enfant d'une banlieue défavorisée. C'est les Jeux Olympiques. Et vous dites y avoir découvert le rapport à la fierté et au patriotisme. Est-ce que c'est ce qui manque à la France ? Fierté et patriotisme. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport de New York, nous étions une délégation de 24 jeunes de banlieue. J'étais le seul qui représentait la culture. Les 23 autres, c'était des sportifs de haut niveau des quartiers. Et donc, c'est le président Chirac qui avait, en phase avec sa fracture sociale, avait sélectionné 24 jeunes méritants des quartiers. Et j'étais très heureux. Et quand je suis arrivé, mais j'ai vu cette fierté, donc on rappelle, la fracture drapeaux sociale, c'était son thème de campagne. On sait ce qu'il en est advenu. Hein ? Mais moi, j'en sais parce que il a été incroyablement mal jugé. Et ce que Jacques Chirac a fait partie de ceux qui ont changé ma vie. La fracture sociale, il l'a mis en place. Moi, quand je suis allé à New York rencontrer les jeunes du Bronx, c'était formidable. Il y avait une fierté autour d'un drapeau. Est-ce que ça manque à la France ? Bah oui, ça manque. Mais parce que quand vous sortez un drapeau français, on pense que vous faites partie du Rassemblement national et que vous êtes un nationaliste. Enfin, c'est insupportable. Ouais. Moi, j'aime la France. Vive la France. Vous voyez, je suis capable de vous le dire. Ça m'insupporte quand la France insoumise, madame la députée Obono est incapable de dire vive la France. Mais bon sang de bonsoir, la France, elle lui a donné la possibilité de s'exprimer dans la République. Elle lui a donné ses capacités de changer la vie des gamins. Ras-le-bol de ces businessmen de la misère. Donc Madame Obono, vive la France, et si vous n'êtes pas capable de le dire, quittez votre poste de député, parce que c'est... Vous lui dites pas quitter la France ? Non, quitter... non. Ah ouais, d'accord. Quitter le drapeau qu'elle est incapable d'assumer, je dis simplement, partez de l'Assemblée nationale, quittez l'hémicycle. Si vous n'êtes pas capable de changer, si vous n'êtes pas capable de donner de l'espoir à ces gamins, à quoi ça sert d'être député ? Alors on va poursuivre cette émission avec, vous savez quoi, un jeu inédit dans Les Enfants de la République. Et c'est vous qui en avez eu l'idée, quelque part. Si nos hommes et femmes politiques étaient des plats, qu'est-ce qu'on leur servirait ? Qu'est-ce que vous pourriez leur servir dans l'assiette pour refléter leur personnalité ou leurs contradictions ? Et là, on va commencer, c'est normal, par le président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous proposez ? Un plat raffiné ou une recette qui explose en bouche, quelque part ? Ça a été très dur à faire parce que les politiques ont des particularités, mais vous voyez, j'ai pris des notes. Donc moi, pour Emmanuel Macron, je vois 3 choses. Le premier, c'est un homard à l'armoricaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce côté raffinement, complexité, un peu comme sa gestion présidentielle. C'est-à-dire ? Il navigue en eau trouble en ce moment. Ça veut dire qu'on ne comprend pas trop, c'est ça que vous voulez dire ? Non, si, mais... il est injustement incompris. Et vous savez, plus les gens vont taper sur Emmanuel Macron, plus moi je vais être derrière lui. Il y a d'autres plats ? Oui, un millefeuille, Pourquoi ? plusieurs couches d'enjeux. Attention à ce que tout ne s'effondre pas, cher président. Et puis, le souffle au fromage, moi j'aime beaucoup. C'est des grandes ambitions qui peuvent retomber si elles sont mal gérées. Alors, je crois que ça caractérise bien notre président de la République. On passe en revue l'ancien président François Hollande. François Hollande, il a un sacré coup de fourchette, donc il faudrait... Il aime bien les plats roboratifs, hein ? Je sais pas, c'est une fine gueule, François Hollande. C'est quelqu'un qui sait manger. Entrée, plat, fromage, dessert, c'est un grand... Donc voilà, pour lui, je serais dans le thème de ce qui est le classement immatériel au patrimoine de l'UNESCO, c'est-à-dire le repas des Français. Entrée, plat, fromage, dessert. Donc plutôt le fromage pour François Hollande. Plutôt le fromage. Dessert ? Pour François Hollande ?
Un peu d'humour? Ouais, bien sûr. Un flanc? Il y a un autre ancien président qui Oui. parle toujours parmi nous, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dont on a parlé ces jours-ci. Nicolas Sarkozy. Je faisais partie de ses soutiens en 2007 et 2012. Ouais. Et pour lui, je lui ferais bien un cassoulet revisité. Mhm. C'est un classique, mais qui doit être modernisé, remodernisé, un peu à l'image de son rôle à réinventer. Un millefeuille, incomplet cette fois-ci, parce qu'il a un parcours qui mérite une conclusion digne et pas un bracelet électronique. Et si vous me permettez... Alors on va parler de lui, justement, puisque vous parlez de Nicolas Sarkozy, qui ne mérite pas un bracelet électronique, qu'est-ce que ça veut dire ? Je respecte la justice de ce pays, elle est les garants de nos institutions. Ah, vous dites Nicolas Sarkozy ne mérite pas de bracelet électronique. Comment Non, vous dites ? je n'arrive pas. C'est pas Nicolas Sarkozy, c'est l'ancien président de la République. Moi, Nicolas Sarkozy, il m'a emballé. Il a fait vivre toute une jeune génération d'espoir, de travail, etc. Et l'ancien président de la République ne mérite pas ça. Et j'en appelle. Ne mérite pas quoi ? Cette humiliation. C'est une humiliation. De quoi ? D'avoir un bracelet électronique. Et donc ? Il va pas s'échapper, le président de la République. Et donc, alors, j'en appelle au président Macron. C'est-à-dire ? Il existe un pouvoir qui s'appelle la grâce présidentielle. Et je demande solennellement à Emmanuel Macron de pas user, mais de gracier Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ça va être compris par les Français. L'ancien président. Écoutez, ce sont de vieilles affaires. Il ne s'agit pas de faire un pied de nez à la justice. C'est juste qu'on est dans une séquence où, à un moment, il faut être garant. Et c'est quelque chose qui existe dans le pouvoir du président de la République. Donc, Emmanuel Macron, oui, je souhaite qu'il gracie, mais je vais même aller plus loin. Marine Le Pen, elle sera condamnée à de l'inéligibilité par cette même Cour de cassation. Elle le sera. Est-ce que Marine Le Pen doit être défaite par une décision de justice ? C'est justiciable comme les autres. Ou est-ce qu'elle doit être défaite dans les urnes ? Quand on arrive à ce niveau dans le cœur des Français, elle n'est pas dans mon cœur, mais quand on arrive à ce niveau dans le cœur des Français, je pense que c'est aux urnes de s'exprimer, c'est au peuple français de s'exprimer. On poursuit avec bouffe et politique. Le Premier ministre François Bayrou, qu'est-ce que vous lui offrez François Bayrou, on peut peut-être lui faire découvrir un plat mythique et typique de Mayotte, mataba. Vous le connaissez qui est à la base de manioc et de lait de coco, parce qu'il faut quand même lui rappeler qu'il ne faut pas négliger nos territoires ultramarins. Et j'avais pensé à une soupe froide. Ensuite, c'est à l'image d'une gestion très fade, un peu le truc oublié sur la table. Il vient d'arriver. Un peu comme ses choix récents. Il vient d'arriver. Oui, mais il a commis quand même une faute politique et je suis convaincu que le vieux briscard qu'il est sera se rattraper. Donc c'est aussi pour... Tu sais, quand on est à table, si je lui sers une soupe froide, il va pas être content. Si je lui sers un gratin dauphinois oublié au four, donc brûlé, François Bayrou va pas être content. On a le droit de pas être content aussi. Alors, Gabriel Attal, vous voulez qu'il soit content ou pas de ce que vous pouvez lui offrir ? Gabriel Attal, c'est dur parce que je sais qu'il mange pas forcément bien. Il aime, vous savez, cette espèce de vin à bulles américain d'Atlanta qui s'appelle le Coca-Cola. Et donc, moi, je suis pas... Il y en a d'autres. Oui, mais il y a du Coca parisien, il y a du Coca français. Peut-être, tiens, un Coca parisien. C'est tout ? Ou un Brest Cola. C'est déjà un bon début. Comme ça, il se fait le palais. Rien ? Je vais pas faire l'affront de vous proposer une pizza. Elisabeth Borne, on continue. Elisabeth Borne. Et on peut parler aussi de Xavier Bertrand. Moi, je lui concocterais bien un cocktail qui s'appellerait le 49.3. Ah, Elisabeth Borne ? Ouais, un cocktail. Je la vois bien en mode un peu avec sa cigarette électronique, là. Un cocktail. Donc, il y aurait quoi là-dedans ? Pas mal de choses explosives. Non, mais je peux pas faire de pub pour des alcools, mais peut-être un détox. Un détox qui s'appellerait le 49.3 avec aussi. Un peu de gingembre pour lui donner un peu de peps et de la carotte parce qu'il paraît que ça rend aimable et elle peut avoir ce côté austère alors qu'elle l'est pas réellement. Xavier Bertrand, qu'est-ce que vous lui proposez ? Xavier Bertrand, plein de choses. Déjà, l'envie de passer un bon repas à table et particulièrement un dîner. Mais je crois que Xavier Bertrand est un fan de vin. Donc, je commencerai par du vin et plus particulièrement du champagne. Du champagne. Ouais, je sais qu'il aime le champagne. Donc, on démarrait par manger du boire, tout simplement. Est-ce que vous choisissez les mêmes plats, les mêmes mets pour Gérald Darmanin et son successeur au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau ?
Oui, sur Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, bah déjà ils exercent la même fonction, donc on peut aller sur. Moi j'avais pris des notes sur pourquoi pas une tarte aux pommes, tiens. Une tarte aux pommes. Ouais. Pourquoi? Ben parce que ça fait partie, à tort, de personnalités que certaines personnes aimeraient entartrer, alors que les pommes, elles sont superbes. Ils ont peut-être des fois des problèmes d'expression, donc une tarte aux pommes, ce serait plutôt pas mal. Pour les deux. Ouais. Même plat, même dessert d'ailleurs. Et puis une gelée de légumes. Ah oui, pourquoi? Bah pour geler un peu de temps en temps peut-être ce qui peut être perçu comme des excès. Moi, je les aime beaucoup, ces deux personnalités. Donc, vous êtes restaurateur, vous avez aussi de l'humour. Hein, vous pourriez, on essaye. Vous pourriez être sur une scène quelque part. Même jeu concernant la maire de Paris, Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous lui offrez à manger? Anne Hidalgo, j'avais pris une note spécialement pour Anne Hidalgo. Tiens, il faut que je la retrouve. Attendez, je vais vous la retrouver tout de suite. C'est pas une quiche pour Anne Hidalgo? Ah bah ouais, vous êtes pas journaliste, vous? Vous êtes pas Oui, alors une quiche, oui, parce qu'elle laisse quand même une image assez détestable de la gestion de Paris. Une image, est-ce que c'est la réalité? On ne sait pas. C'est la réalité. Ouais. Je suis depuis 2003 à Paris, je ne l'ai jamais rencontré. Et pourtant, on essaye de faire avancer des dossiers. Je vous en parlais sur la transparence. C'est un sujet sur lequel elle aurait pu aller. Pas du tout. En revanche, avec certains élus communistes, ça se passe très bien. Fabien Roussel, Nicolas Bonnet, voilà, de façon assez surprenante. Je ne connais pas Nicolas Bonnet, mais bon. Nicolas Bonnet-Oulage, c'est l'adjoint au maire en charge du commerce. Rachida Dati. Rachida Dati, c'est complexe parce qu'il faut se plonger. Elle a un parcours qui est juste incroyable. Mais vraiment, c'est une femme qui ce qu'on appelle dans mon jargon une vraie working girl. Elle avance, une carnassière, elle a envie. Mais en même temps, son parcours fait qu'elle est là où elle est. Donc, Rachida Dati, en termes de plat, qu'est-ce que j'aurais... Ah si, un bœuf stroganoff. Pourquoi? Le côté fondant qui vient cajoler. Et en même temps, la dureté de la réalisation d'exécution du plat. Mais c'est elle, ça? Ouais, c'est un peu elle, ouais. Fondant. Et dur en même temps. Et dur. Ouais, mais dur parce qu'elle a une carapace qu'elle a construite par son parcours. Est-ce que c'est comme... C'est une femme, pardon, elle s'appelle Rachida. Ouais. Et donc, quand vous êtes une femme et que vous appelez Rachida, bah, à l'époque, au moment, et on est de la même génération, au moment, peut-être un peu plus âgé que moi. Non, c'est pas... Mais en tout cas, dans cette génération... Il fallait sacrément en avoir pour s'extirper. C'est comme le sabra, piquant à l'extérieur, doux à l'intérieur. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'on qualifie les sabras, les Israéliens. On pourrait presque avoir un chili con carne, qui est plus français du coup, mais avec Rachida Dati, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Ça peut être un truc assez sympa. Pas chili con carne pour eux. Oui, pour eux. On peut s'en faire un d'ailleurs. On peut s'en faire un. Alors, la présidente du Front National, vous en avez parlé, Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous lui proposez? Marine Le Pen, c'est un camembert au four. Pourquoi? Pourquoi le four? Bah, parce que c'est fondant. Ah. Oui, non, ce n'est pas un détail. Mais le camembert au four, c'est fondant. Et en fait, ça peut être assez déceptif si vous n'avez pas choisi un bon camembert. Donc, c'est un peu comme les idées du RN. C'est-à-dire? Elles sont séduisantes, mais il faut goûter. Voilà. Et quand on goûte, c'est pas toujours bon. Donc, Pour vous, elles sont séduisantes? Non. Non, j'ai un palais affûté aujourd'hui. Ouais. Mais pour une partie, je ne vais pas rentrer dans... Il y a une partie de nos concitoyens qui l'écoutent. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément Marine Le Pen. C'est les raisons qui conduisent une partie de la population française, plus de 11 millions, à s'intéresser à son programme. C'est eux qu'il faut écouter. Alors, on en vient, vous en avez parlé déjà, au leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Quel plat pour commencer, pour le mettre en plat alsacien. En appétit, pour nous mettre en appétit. Déjà, un plat végétarien. Ce serait pas mal pour lui. Le côté un peu végétal, nature, retour aux sources. Et pourquoi pas un bretzel. Un bretzel parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup
et qui était à deux doigts de provoquer un étouffement chez notre ami George Bush. Donc, faire attention. Voilà. Et puis peut-être du houmous. Pourquoi Voilà. du houmous? On dit du houmous. Hein. Généralement, ça se mange avec de la pita. Ouais, mais peut-être qu'on pourrait faire un lien entre la Palestine et Israël, et que ce lien, aujourd'hui, il n'arrivera jamais à le faire parce qu'il est trop dans l'antagoniste, il est trop dans la haine du juif, il est trop dans la haine d'un peuple. On a le droit d'être pro-palestinien, c'est un droit. Pourquoi vous dites qu'il est trop dans la haine du juif, Mélenchon? Écoutez, les propos qu'il tient sont quand même absolument abjects. Il a fait un choix de vivre en autarcie électorale. Moi, c'est pas la France que j'envie. Il a importé un conflit en France et je lui en veux terriblement parce que nos quartiers, vous voyez, si j'avais 11 ans et que Mélenchon est le Mélenchon qu'il est aujourd'hui, je pense que je ne serais pas en face de vous pour pouvoir m'exprimer. Donc je plains ces quelques juifs qui restent dans ces quartiers auxquels il s'adresse. Vous imaginez aussi une tablée de la paix? Oui. Vous m'avez dit, ce serait quoi cette tablée de la paix? On mettrait Jean-Luc Mélenchon, le grand rabbin Raïm, et Frédéric Aziza. Oui. Et Frédéric Aziza, ça peut être drôle. Et je vous promets, je cuisine. Et on oublie le représentant du culte musulman. Et alors, ça serait servir à quoi? Pas déjà à dialoguer. Oui, le dialogue, c'est important. Peut-être un peu ce qui nous manque, les invectives sur Twitter, sur X. Jean-Luc Mélenchon, on est un parfait adepte. Mais il vous inspire quoi, Mélenchon? Vous parlez beaucoup de lui, il vous inspire quoi? Il m'inspire toute la société française à laquelle j'ai pas envie de vivre, dans laquelle je n'ai pas envie de vivre. Et je vais même vous dire, moi j'ai été j'ai subi des campagnes antisémites. Oui. J'en ai subi. Vous-même, hein? Oui. Stéphane Manigol. Ouais. Oui, j'ai été menacé à plusieurs reprises, que ma tête allait... on a dit le juif Manigol. Oui, j'étais par démocratie participative, là, pour pas les citer, qualifié comme sale juif sale juif de la semaine et comme sale juif du mois, puis j'ai concouru comme le sale juif de l'année. C'est à combattre. Mais vous savez, la lune de miel qu'on est en train d'assister entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, elle est abjecte. Elle est abjecte parce qu'ils ont un objectif commun, c'est de faire démissionner le président de la République, Emmanuel Macron. Et cet objectif-là, il est dégueulasse. Parce que, petit 1, vous avez une personnalité qui sera définitivement condamnée par la Cour de cassation. J'ai peu de doute là-dessus, au regard du dossier. Moi, j'ai regardé avec beaucoup d'attention le procès et les éléments qu'il y avait dans ce procès. Et Jean-Luc Mélenchon, qui a un calendrier qui n'est pas celui de la France, qui est le sien. Alors justement, vous dites c'est un calendrier qui est le sien, mais on voit ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, vos déclarations, vous participez à un certain nombre d'émissions. Mélenchon, ses camarades de LFI, notamment Aymeric Caron, Mathilde Panot, Manuel Bompard, Antoine Léaumont, Ercilia Soudé, David Guiraud et d'autres. Vous les avez en quelque sorte pris pour cible depuis le pogrom du 7 octobre. Pourquoi? Parce que j'oublierai jamais leur position. C'est-à-dire? Et que leur position qui consiste à considérer que le Hamas, qui est une organisation pour moi et pour beaucoup terroriste, qu'il faut éradiquer le Hamas. Eh bien, eux, ils considèrent que c'est une organisation de résistance. Et enfin... Mais leur stratégie, leur campagne depuis un an, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais elle est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à parler de ce conflit. Tiens, on a eu un drame à Mayotte. Ils découvrent que Mayotte est le territoire le plus pauvre de France, où il y a 320 000 de nos compatriotes qui y vivent, affiliés avec, au sein de ce territoire, entre 100 000 et 200 000 personnes en situation irrégulière. Vous pouvez me sortir des messages sur Mayotte, sur la nécessité que ces Français-là puissent avoir une once de compassion de la part de cette gauche qui n'a qu'un sujet, qu'un monosujet, c'est le conflit israélo-palestinien, donc la haine du juif. De quoi Mélenchon et ses amis sont-ils le nom? Pardon? Vous avez été très dur sur lui. De quoi Mélenchon et ses amis sont-ils le nom? Sont-ils le nom, N-O-M. Ah, c'est un nom.
l'antisémitisme. Il est antisémite, Mélenchon, pour vous? Vous le qualifiez d'antisémite? Oui. Alors Ouais. certains diront, mais en termes de droit, en fait, je m'en fous. C'est-à-dire? Je veux dire, aujourd'hui, quand je lis ses propos, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous proposais le repas de la paix, j'aimerais l'avoir en face de moi autour d'un repas et de lui dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux? Moi, j'ai adhéré à ton discours jusqu'en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui a disjoncté? Quel fil s'est touché avec un autre qui fait qu'à un moment, tu disjonctes? C'est-à-dire, et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui a disjoncté? Mais les relents les plus abominables, c'est quelqu'un d'intelligent, Jean-Luc Mélenchon. C'est un tribun incroyable, formidable même. Mais il utilise à mauvais escient son intelligence. Il manipule une certaine communauté pour des fins électorales. Quelle communauté? La communauté musulmane. Ce sont nos frères, les musulmans, non, Frédéric Aziza? Depuis des siècles, nous vivons ensemble. Et d'ailleurs, quand on voit lorsque ces peuples s'unissent pour le bien de l'humanité, ça fait des choses extraordinaires. Jean-Luc Mélenchon, il devrait être le lien entre ces peuples. Alors, et pas le fracturer. L'actualité, vous en avez parlé, c'est Mayotte. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en a fait assez? Est-ce qu'on en parle assez? Parce que Mayotte, c'est à 12 heures de Paris. Ben, on a l'impression que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se serait passé si c'était arrivé en métropole? C'est arrivé à Nice, par exemple, ou à Marseille, ou à Neuilly-sur-Seine, tiens. Mais je suis effaré, pétrifié par ce qui s'est passé à Mayotte. Et j'ai pas envie, à un moment, d'imaginer que la mobilisation, la compassion des compatriotes et de cette unité nationale qui est, à mon sens, presque absent sur le sujet de Mayotte, soit pour des raisons de couleur de peau. Est-ce qu'il peut y avoir quelque part une forme de racisme dans la manière dont les Français se distancient de ce qui s'est passé à Mayotte? Mais je le crois. Ouais. Je le crois parce que Marine Le Pen a dû mettre 72 heures pour réagir sur Mayotte. Le tweet avant de réagir sur Mayotte, c'était la promotion du livre de Jordan Bardella. Et vu qu'il commence à y avoir un sujet de François Bayrou qui a préféré aller à Pau plutôt qu'il y avait un sujet politique en réalité. Donc elle s'est emparée du sujet parce que c'est un sujet politique. Moi, ça me gêne. Ça me gêne profondément. Et alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. J'ai trouvé une citation dans votre livre. Vous concluez votre livre par ce proverbe hébreu qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne doit jamais oublier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une leçon de vie. Et qu'est-ce que ça impliquait pour vous? Mais déjà, on ne crache pas dans la main qui te nourrit. Et j'ai toujours été formidablement reconnaissant par celles et ceux qui, à un moment, m'ont permis, par un mot, c'est pas avec de l'argent qu'on change la vie des gens, mais par de l'humanité. Et alors, puisqu'on est à Radio J, quelle leçon vous tirez des lois de la cache-route? Ah, alors déjà, moi je suis intéressé parce que j'aime beaucoup la viande et derrière, par exemple, quand vous mangez du fromage, au-delà de la cache-route, moi, je trouve ça génial que vous organisez ainsi. On n'est pas bien, quoi. Donc, c'est que du bon sens et je trouve ça génial. Donc, du coup, il m'arrive de me l'appliquer parce que les restrictions, mais elles sont presque médicales en réalité. Elles sont presque de bon sens. Et moi, je me les applique. Ouais. Et en politique, on pourrait les appliquer ou pas? Ce serait pas mal. Hein? Comment? Ce serait pas mal. Comment? En évitant de faire de mélange de genres, en évitant d'associer ce qui est les impossibles et en étant dans le bon sens presque paysan et ancestral. Merci en tout cas Stéphane Manigold de votre témoignage. Merci à vous de nous être fidèles. Bon dimanche sur Radio J et bonne fin d'année à tous nos auditeurs et à l'année prochaine. Merci.